Les monstres sont arrivés et ils me font très peur. Ces nouveaux visages du foot européen, les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver. Nouvelle petite vidéo, on n'a jamais fait ça tout à fait, mais là, grosso modo, il est 12h52. Il me reste quelques heures avant notre tournage de 16h avec Stan. On va tourner la deuxième partie de ce podcast, des 24 de moins de 24 ans, l'exclusivité podcast qu'on est en train de faire, le gros projet, classer les 24 meilleurs joueurs du monde U24. On tourne ça dans quelques heures, mais du coup, juste assez pour vous faire un mini récap. C'est pas un récap du week-end, mais il y a 5 choses qui m'ont marqué cette semaine. C'est passé plein de choses, mais 5 choses prioritairement dont j'ai envie de discuter avec vous. Et pour revenir notamment sur cette nouvelle génération qui est en train de crever l'écran et qui est en train de peser très très fort, qui va rythmer la fin de saison. Donc, on commence avec le Griffon et ses Toons, parce que les copains d'Alex Isak, les camarades d'Eddie Howe, ils sont sur 9 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est seulement la 3e fois de l'histoire de Newcastle en 144 ans d'histoire. 9 victoires d'affilée. Encore un doublé pour Alex Isak, qui est sur une série monstrueuse. 14 buts sur les 13 derniers matchs de Premier League pour Alex Isak. Sur cette série, on voit que Newcastle est passé de 12e à l'époque, fin octobre, à 4e de PL aujourd'hui. Ils sont officiellement top 4 depuis hier soir. Et ils ont explosé les Wolves 3-0. Isak, c'est aussi donc les 8 derniers matchs de Premier League avec un but. Il est seulement le 4e joueur de l'histoire à l'avoir accompli. Et la série numéro 1, le record à aller chercher, bien sûr, c'est les 11 matchs consécutifs avec des buts de Jamie Vardy, qui avait attaqué la saison 2015-2016 très fort. Sinon, il y a Van Nistelrooy qui est à 10. Si Isak peut aller égaler au moins Rude sur les 2 premières rencontres, ce serait un moment d'histoire et peut-être même la série de Vardy. En tout cas, Isak, c'est juste extraordinaire. Toujours ces percées progressives, le côté direct du bélier d'Eddie Howe, il l'incarne super bien. Sur le premier but, il y a de la réussite, on va pas se mentir. Frappe extérieure de surface, elle est tellement déviée et elle trompe José Sa. Par contre, le deuxième, quand on parlait de l'axialité totale du bélier, la passe de Bruno Guimaraes, parfait pour un Isak qui est à la limite du hors-jeu et qui finit en 1 contre 1, tranquille, beaucoup de sérénité dans le geste, beaucoup de relâchement. Il est tout simplement sur 15 buts et 5 passes D en 19 journées, en 19 matchs de PL. Ça en fait un radar statistique avancé totalement délirant, dans tout 99e centile en XG sans les pénaltys et en XA, 98e centile en but, il est quasiment au top 10% aussi des possessions progressives, dribble réussi, touche dans la surface de réparation adverse, mais même les passes progressives, il est très haut. C'est juste un énorme Alex Isak, qui est le 4e joueur d'Europe, des 5 championnats majeurs en tout cas, en nombre de contributions décisives. Il y a seulement Salah 31, Marmouche 24 et Kane 23 qui sont au-dessus de lui. Il a égalité avec Palmer par exemple, en but plus passe D en championnat. Mais si on regarde but sans les pénaltys, il n'y a personne qui est au-dessus d'Alex Isak cette saison en Europe. 15 buts sans les pénaux. Salah, par exemple, il recule de 18 buts avec les pénaltys à 13 sans les pénaltys. Donc voilà, c'est juste un énorme Alex Isak et on a fait toute une analyse de Newcastle l'autre jour. Ils sont de retour. On a parlé de Gordon, on a parlé de Bruno, on a parlé de l'actualité du bélier de Eddie Howe. Mais j'ai envie d'en parler chaque semaine parce que c'est juste toujours aussi fort. Sur ce plan de jeu extrêmement direct, extrêmement central, on voit par exemple Lewis Hall, il n'est pas dans le couloir, il passe du demi-espace à l'axe, il va aller combiner à l'intérieur, les courses elles sont très intérieures de partout, et il y a la pression. Dan Burn qui est ici là, en train de récupérer un ballon haut dans les 35 mètres des Wolves, tout de suite récupération Gordon, et il y a déjà 7-8 joueurs qui sont placés pour aller générer une action de but. Sur l'axialité extrême et le jeu très direct, souvent Bruno, à la transmission pour Isak entre les lignes avec son numéro 14. Ça, c'était une de ses plus belles actions du match. Celle-là, elle peut aller au bout, elle touche le montant de José Sa. Mais là, Joelinton qui lance Isak dans la profondeur, pareil, toujours cette même idée, très directe, très axiale, tranchée. Et c'est ça que j'aime bien avec Isak. Un gars qui est sur cette série de buts extraordinaire, dont le nom est chanté, valorisé de partout. C'est vraiment la nouvelle superstar de Premier League. Toujours aussi généreux. Ça n'a pas changé. L'entente avec Gordon, je la trouve excellente. Là, il est lancé. Il peut aller finir en 1 contre 1, aller marquer son triplé. Non, son idée, c'est d'aller centrer second poteau pour Gordon. Elle est déviée. Elle revient dans ses pieds.
Il a encore une possibilité peut-être d'aller jouer son 1 contre 1 et déclencher côté fermé. Il resserre Gordon, qui est très très bien placé aussi. Positionnellement, Gordon, c'est top. Il finit 3-0. Et derrière, Gordon qui indique, ouais, je sais. Et pareil, Bruno, qui est-ce qui a fait le taf et qui est-ce qui a un avant-centre généreux? Ouais, c'est notre gars, Alex. J'adore voir ces réactions aux célébrations parce que ça montre une équipe soudée et des joueurs qui s'apprécient. Ça compte souvent. Et je le vois dans ça, la relation avec Gordon, entre Gordon et Isaac qui est excellente. Jacob Murphy aussi. Mais entre Tonali et Bruno, il y a vraiment un truc aussi qui est en train de se créer. Là, par exemple, Tonali qui décale Bruno, frappe extérieure de surface. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Tonali qui lève les bras en mode célébration anticipée. Alors, il ira pas au fond. D'ailleurs, il est déçu. Mais ce truc de genre lever les bras avant même que ton gars ait déclenché, et je veux dire, c'est une frappe à 25 mètres, il y a des joueurs en place. C'est pas dit qu'elle aille au fond. Pour moi, ça me fait totalement penser aux célébrations, aux encouragements des partenaires sur le banc en NBA. Ouais, le three ball avant même que ça parte. Bon, Bruno, c'est pas tout à fait encore Steph Curry sur le pourcentage d'efficience longue distance. Mais ouais, ce genre de réaction, ce genre de pré-célébration, d'encouragement, c'est une équipe soudée, ça passe au-dessus. Tonali se tient la tête entre les mains, mais il applaudit derrière. C'est ça qu'il fallait faire. On joue bien. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe extrêmement, extrêmement dangereuse qui vient donc de grimper à la 4e place de Première Ligue. Ouais, c'est vraiment, vraiment costaud, Newcastle. Comme on a dit, 9 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils sont passés de 14e ou 12e à 4e maintenant. À 3 points de Forest, qui continue aussi son petit bonhomme de chemin. À 5 points d'Arsenal. Une longueur de plus que Chelsea. 3 points de plus que Manchester City, avec une bien meilleure différence de but. Beaucoup plus aussi qu'Aston Villa, qui est à 35, mais moins 1 de différence de but. Attention à Newcastle, pourrait retrouver la Champions cette saison. En tout cas, s'il continue comme ça, et surtout, continue à aussi bien jouer. Ouais, ça va être dur à aller chercher. Donc, Isaac, le monstre est arrivé, le monstre est là, et Newcastle, c'est costaud. Il y a aussi un gamin, un enfant, qui est toujours plus béni. Et c'est vraiment le joueur à suivre du moment. C'est l'évidence même, mais je veux dire, c'est impossible de regarder un match de Lamine Yamal et de ce Barça-là sans être extrêmement, extrêmement diverti. Ils ont eu le passé haut, c'était contre le Betis, là. Match 8e de finale de Coupe du Roi, ils ont présenté leur Super Copa, ouais. Mais les Passéos, ils se les créent tout seuls avec un Pedri en mode ankle breaker, là, qui brise la cheville de son vis-à-vis, est tellement, tellement fort. Oui, c'est bien au minimum le 3e meilleur joueur U24 du monde. Je spoil la première partie du podcast, mais ouais, monstrueux. La combinaison avec Olmo qui trouve Gavi dans la surface. Pedri, Olmo, Gavi, Yamal autre côté, ça combine avec une telle aisance dans ce Barça-là. Ils ont juste fait qu'une bouchée du Betis, ils les ont explosés, et Gavi qui marque, ça c'est bien. Pedri, encore une fois, qui peut déclencher, même depuis le long de ligne, pénétrer à l'intérieur, c'est la pré-assist qui donne là à Lamine Yamal, passe tranchante, oblique, et Yamal, c'est un ballon délicieux pour Koundé. Ils sont tellement forts en ce moment. Et Pedri, Yamal, Koundé qui aurait pu avoir un doublé parce qu'il finit là et il en marque un deuxième tout à l'heure qui est refusé pour rien. Mais ouais, juste Yamal, il donne la sensation que le temps s'arrête. Il est vraiment en contrôle complet de la situation constamment. Ses vis-à-vis n'osent plus intervenir. Il a déjà là à 17 ans chopé une crainte et un respect qui lui rend la tâche encore plus facile. Mais des gestes comme ça, qui peut les passer aujourd'hui dans le foot européen? Des élasticots passent à l'intérieur de surface comme ça, entre les jambes de Romain Perraud qui se fait totalement manger. Il a une élasticité de la cheville, mais simplement une vitesse, un temps de réaction qui est tellement fort qu'il peut vraiment prendre l'information et agir ensuite sur des petites choses comme les dribbles, les petites passes entrées de surface comme ça. C'est ça qui me choque le plus avec Yamal. Et après, sinon, le Barça continue à dérouler avec de la récupération haute, de la contre-pression, de Pedri, tiens, encore une fois, Gavi, Yamal, les épaules dans un sens, mais le pied, la cheville dans l'autre pour servir Koundé. Et ça aurait dû faire 3-0 si on n'avait pas des règles de hors-jeu qui décident que ça c'est hors-jeu. Dommage. Mais ouais, Yamal qui a marqué un autre but refusé hors-jeu sur ce service de Frenkie de Jong. Qu'est-ce qu'on disait dans le podcast la dernière fois? Qu'est-ce que Yamal est en train de développer au-delà de toutes les caractéristiques connues? De plus en plus le pied droit. Ouais, de plus en plus, il y a des finitions pied droit, il y a des angles de centre qui sont trouvés pied droit. Et là, il marque du pied droit, c'est refusé pour un hors-jeu plus tôt dans l'action.
Encore une fois, dommage pour le Barça. Et ce qui est fort avec ce Yamal, pourquoi le monstre est arrivé, pourquoi est-ce qu'il fait aussi peur, c'est la facilité qu'il a dans les petits espaces, serrurier de bloc bas parfait, mais aussi dans ce Barça fliquien qui peut procéder par transition rapide en contre, et bah il a la force de projection. Ce Barça peut avoir Lamine Yamal en déclencheur de transition, en initiateur de transition, et c'est comme ça qu'ils vont marquer le 3e but du match. Aussi parce que dès qu'il y a anticipation d'un adversaire, hop, il peut le battre. C'est ça que je dis dans sa faculté à contrôler vraiment le tempo de ces actions-là. Il est un maître du temps aussi. Et il peut attendre que l'adversaire morde à l'hameçon parce qu'il a un temps de réaction, des réflexes dans sa conduite qui sont tellement aiguisés. Il peut attendre que l'adversaire bondisse et là changer de direction. C'est ça qui le rend aussi tranchant, alors que c'est pas un joueur si rapide que ça. Et je peux citer 10, 15, 20 joueurs qui ont un sprint plus puissant, une explosivité vraiment en dehors de ce qui se passe avec ballon plus forte, qui ont une vitesse maximale sur 30 mètres plus élevée. Mais Yamal va tellement vite parce qu'il peut attendre et dès qu'on mord à l'hameçon, hop, changer de direction. Et c'est un dribbleur extrêmement interactif, je trouve. Ça fait 3-0 à la fin sur cette finition de Rafinha, mais ouais, voilà, ça, pouvoir pousser dès que l'adversaire mord, changer de direction et conserver une conduite de balle très proche, la conduite de balle velcro comme ça, scratch, il colle au pied. Ouais, magnifique. Et ouais, voilà, typiquement dans la surface, les déséquilibres comme ça, Perraud, il a vécu un cauchemar absolu. Ce qu'on disait sur à quel point le temps s'arrête pour lui, il est vraiment en contrôle de la situation. Et c'est le foot, hein, finalement, les changements de rythme comme ça. C'est ça qui ouvre le plus des espaces. Et juste encore un match magique pour Yamal que j'avais pas envie de passer sous silence juste parce que c'est un 8e de finale, 2 Coupes d'Espagne, machin. Ce qu'on voit semaine après semaine, c'est vraiment une progression. Et c'est le joueur le plus divertissant du monde en ce moment. Se brancher sur les matchs de Yamal, c'est suivre une série où épisode après épisode, on voit le gamin qui passe des niveaux, qui passe des paliers. C'est impressionnant. Donc voilà, maintenant il y a aussi Pedri qui a un niveau hors norme, mais juste pour lui ça vaut le coup d'allumer la télé quand il y a le Barça qui joue. Et il y a un Barça qui donc a déjà un titre, la Supercopa, et qui maintenant va jouer un quart de finale de Coupe du Roi. Est-ce que ce sera contre le Real Madrid? Est-ce qu'on aura direct un autre Classico? Le Real joue le Celta Vigo de Claudio Giraldez ce soir à 21h30. Il y a la Real Sociedad aussi qui peut se qualifier, l'Athletic Bilbao bien sûr, l'Atlético qui est toujours là. Donc ouais, il y a un beau tableau sur cette Coupe du Roi. Et moi je dis pas non à un autre petit Classico de coupe. Ça c'était donc pour le Barça. Ouais, la première ligue de milieu de semaine, je sais pas si c'est supérieur à tout, mais c'est sympa. La Midweek Premier League, on kiffe. Et il y avait de gros matchs. Déjà le derby du nord de Londres, Arsenal-Tottenham. Ouais, c'était un match important pour tout le monde. Et Gabriel, je trouve toujours aussi fort. Sur ce centre Trivela là, de Jet Spence, qui était côté gauche. Retour magnifique sur Solanke. Franchement, Gabriel sur Solanke, ça a été très costaud. Ouais, c'est une sacrée saison qu'il est en train de faire. Et Arsenal, défensivement, remporte ce match donc 2-1 avec gros arrêt de Raya sur Kulusevski. Il y a eu quelques occasions concédées, mais dans l'ensemble, je trouve que là où ils ont des motifs de satisfaction à trouver sur leur saison, c'est sur les performances défensives. C'est vrai que par exemple, là, contre Tottenham, même s'il y a eu 2 éliminations en coupe quasi, parce que Newcastle ils sont pas encore éliminés, c'est juste le match aller, mais contre United, ouais. Bon, contre Tottenham, 0,8 XG encaissé, Brentford 0,3, Ipswich 0,2, Crystal Palace 1,6, c'est vrai, dans un match qui gagne 5-1, Everton 0,1, Monaco 0,5, Fulham 0,2, United 0,2. Dans l'ensemble, bon, la défense d'Arsenal fait encore partie de ses grandes forces, et ils sont sur une belle série de résultats en Première Ligue, si on exclut donc ce qui s'est passé en coupe contre Newcastle et United. Sinon, ça fait un moment qu'ils ont pas été battus. Et contre Newcastle à l'époque en PL, c'était 10e journée. Et sinon ouais, ça reste costaud. Donc t'inquiète, Stan. Chin up. Ça va pas si mal se passer que ça pour tes Gunners, je crois. Si défensivement continue d'être aussi solide. Et si sur les coups de pied arrêtés, Gabriel, il va finir la saison à quoi? Genre à 10 buts. Declan Rice, second poteau. La finition là, bon, pour le coup, c'est un but contre son camp de Solanke. Mais ouais, l'impact de Gabriel est juste difficile à sous-estimer cette saison. Et il y a peut-être un point d'amélioration qu'Arsenal va essayer de combler sur le prochain mercato estival, parce que j'entends parler de la venue sans doute de Zubimendi dans 6 mois. Il n'a pas fait un match catastrophique, je pense, Thomas Partey, mais en seconde période, là, sur une situation notamment,
Première perte de balle, il la récupère, mais 5 secondes plus tard, ballon transmis là dans l'axe, passe ratée, avec Bergvall qui bondit sur Odegaard et Kulusevski qui récupère. Et derrière, il est loin, à longue distance d'intervention. Difficile peut-être cette fin de match pour Thomas Partey. Et si Arsenal solidifie un petit peu sa base de construction avec un Zubimendi aux côtés de Declan Rice, Martin Odegaard, et après, il y a quand même des attaquants à faire. Je pense une petite vidéo mercato idéal d'Arsenal. Elle va s'imposer dans quelques mois. Mais bon, c'est un petit truc que j'avais noté sur ce match. Je pense pas que Partey soit catastrophique cette saison, sauf erreur. Même je pense que ça a été plutôt pas mal. Mais là, sur cette action, bon, on voit encore qu'il y a des possibilités de progression pour Arsenal, même sur ce point. Et ouais, c'est ce que je dirais grosso modo. C'était presque le gros match de la semaine. Ouais, et retour de Gabriel monstrueux, encore une fois, sur cette action. Ça aurait été le gros match de la semaine, c'est quand même derby du nord de Londres, s'il n'y avait pas eu Forest-Liverpool la veille. J'ai regardé la seconde mi-temps. L'inévitable Chris Wood a encore frappé son 13e but en Première Ligue, le néo-zélandais en feu, service d'Anthony Elanga, Trent Alexander-Arnold. Ouais, il a eu un petit peu de mal à colmater cette brèche et Wood finit pied gauche, magnifique petit ballon. Il est très très chaud, ouais. Il a quand même perdu son duel de la tête sur l'égalisation de Jota en seconde période. Et même si Forest, bien sûr, fait une saison extraordinaire, mériterait sa vidéo aussi, faut dire, sans un grand Matt Sells dans les buts, qui a fait 5 parades, qu'on a mousquetarisé là, il y a 2 semaines, et qui continue dans sa lignée d'être un des meilleurs gardiens de Première Ligue cette saison, il a été monstrueux, Matt Sells. Sans lui, Liverpool prend les 3 points, aurait dû prendre les 3 points, je pense, quand même dans ce match. Mais bon, la réalité, c'est que Forest continue sa belle saison et une belle série de matchs sans défaite. Ouais, grâce à un grand Matt Sells, surtout, je pense, sur ce match. Et enfin, le troisième de la miniature, on a parlé d'Isaac, on a parlé d'Yamal, on va le surnommer aujourd'hui. Cole Palmer sur ce service de Jackson, qu'est-ce qu'il nous a fait contre Bournemouth là face à Mark Travers? La petite feinte de frappe pour asseoir Travers et pour finir, c'était le but de l'ouverture du score contre les Cherries. Monstrueux lui aussi. Chelsea n'a pas remporté ce match parce qu'il y a un Antoine Semenyo à Bournemouth qui est méga fort, qui provoque le penalty là, égalisation de Kluivert. Et ensuite, cette finition pied gauche, magnifique. Sanchez a un peu trop anticipé. Sous la barre, elle est tellement puissante, de manière, il n'aurait rien pu faire. Semenyo, c'est costaud. Malheureusement pour Chelsea, au classement, donc, ils enchaînent 5e match d'affilée sans victoire pour Chelsea en Première Ligue. Les hommes de Maresca qui vraiment dégringolent. Ils sont maintenant à 10 points de Liverpool avec un match en plus, alors qu'à un moment on se disait ouais, peut-être ça va être eux les concurrents pour le titre. Non, ils sont très loin. Maintenant, il va falloir se battre pour aller chercher la Champions. Chelsea est en train de vivre une des pires périodes là de tout le monde en Première Ligue, avec Tottenham aussi, qui est très loin. Mais sinon, Forest, voilà, reste 3e, poursuit sa série de matchs invaincus. Et Bournemouth, là, ils sont 8e. Eux aussi, ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu. Attention aux amis, les Cherries. Ouais, et notamment à Semenyo, qui est vraiment très fort. Reece James a égalisé dans ce match sur un coup franc pour son retour, ça lui a fait du bien, mais match nul, c'est pas suffisant pour Chelsea, clairement. Et ouais, un 4e point dont j'avais envie de parler avant de faire un petit passage par la Coupe de France, c'est le Bayern. Une fin de Bavarois. On en a parlé l'autre jour. Franchement, ils sont chauds. Ils ont battu Hoffenheim là 5-0. Et Leroy Sané a planté un doublé. Sané qui joue pas mal, mine de rien, mais là, il jouait aile droite. Dans sa position préférentielle, Olise était mis au repos. Olise est un des meilleurs ailiers du monde en ce moment, mais compagnie de temps en temps le fait se reposer même dans certains gros matchs, mine de rien, Paris Saint-Germain, Dortmund. Là, c'était Sané titulaire à droite, et il a ouvert son compteur. Il a ouvert le compteur du match avec une frappe puissante, méga puissante, qui rappelle à quel point il peut avoir, oui, lui aussi un marteau à la place du pied. Alors son but contre le Real, là, il y a genre une saison et demie, c'était une sacrée frappe. Mais même c'était l'année dernière, non? Une sacrée frappasse qu'il avait envoyée. Et là aussi, ça peut être plus en finesse aussi, pour le coup, sur un centre de Matistel, qui est rentré en seconde partie de match, à la mi-temps. Très bon ballon de Matistel par-dessus. Des rumeurs de départ pour lui, on verra ce que ça donnera peut-être à Chelsea. Mais Sané qui finit, et là, avec beaucoup plus de douceur. Ouais, franchement, ça se passe pas trop mal pour Sané. 4 buts sur les 4 derniers matchs en Bundesliga. Et il y a beaucoup de concurrence
au Bayern, surtout parce que Michael Olise, c'est hyper costaud aussi. Mais ouais, Kompany a quand même du choix sur l'aile. Et ça se passe bien pour Sané, pour un Bayern qui enchaîne donc, qui troisième victoire d'affilée en Bundesliga, ça reste la meilleure attaque, ça reste la meilleure défense, et 40 de différence de but après 17 journées, c'est assez impressionnant. Et une seule défaite pour l'instant cette saison, c'était contre le Mayence de Bo Henriksen l'autre jour. Il conserve 4 points d'avance devant Leverkusen, qu'il a aussi emporté. Et d'ailleurs, en Bundesliga, il y avait une autre rencontre surtout qui m'intéressait bien. C'était Stuttgart-Leipzig. Stuttgart de Sebastian Hoeneß l'a emporté. Mais Šeško, ça m'a un peu chagriné, a marqué. Benjamin Šeško, un de mes chouchous. Il a marqué. C'est son 5e match d'affilée de Bundesliga avec un but. Malheureusement, il va pas pouvoir prolonger la série parce qu'il s'est fait exclure à 5 minutes de la fin pour une semelle. Carton rouge, deuxième carton jaune, carton rouge. Dommage pour lui. Ça m'aurait bien fait kiffer de le voir continuer parce que ouais, là, il vivait un bon petit moment et j'espère qu'au retour de sa suspension, il pourra enchaîner parce que je kiffe vraiment ce gars. Je crois en lui et j'espère que ça va le faire. En tout cas, Leipzig perd. Il fait pas la meilleure saison. Mais si le retour de Simon se confirme, lui qui a planté l'autre jour, un doublé magnifique, et si Šeško confirme les promesses qu'on peut entrevoir en lui, ça pourrait être sympa. Ah, la magie de la coupe. Et pour voir la magie de la coupe, cette vidéo, les amis, est sponsorisée par mes copains de NordVPN. Comme vous le savez, j'utilise tout le temps NordVPN, j'en parle régulièrement, pour me protéger sur Internet, masquer mon adresse IP, et aussi pour accéder à du contenu géolocalisé. Là, je suis sur un serveur virtuel néerlandais, mais c'est très utile pour moi d'aller en France régulièrement, de me connecter en France. Quand je ne le suis pas, ça donne ça. Quand je cherche les résumés, par exemple, de Espali Paris Saint-Germain, des résumés un petit peu douteux, parfois c'est grosso modo des résumés PES. Quand je me connecte en France, ouais, je peux avoir accès au long résumé beIN Sport de 15 minutes, rattraper tout ce que je dois rattraper, et ça marche. Dans tous les pays, il y a tellement de choses qui se débloquent avec un VPN que je ne pourrais pas vivre sans. Donc, comme vous le savez, vous avez accès, avec le lien en description, à l'offre spéciale NordVPN sur un abonnement de 2 ans. Vous avez 4 mois offerts. C'est l'offre spéciale à laquelle vous avez accès avec le lien. Et ça revient grosso modo à un peu moins de 3 € par mois. Donc, super offre. C'est nordvpn.com/Willou. Voilà pour NordVPN qui m'a permis de voir le long résumé d'Espali Paris Saint-Germain, notamment les amis d'Espali qui ont sorti un super match, une N3 mal classée qui tire en échec le Paris Saint-Germain jusqu'à la 87e minute en marquant 2 buts. Magnifique, il faut leur rendre hommage. Le piège finalement a été évité pour Paris, notamment grâce à un but tardif de Bradley Barcola. Mais ouais, le football amateur doit conserver ses valeurs, c'est la banderole qu'on voyait en tribune. Et la Coupe de France qui contient encore une belle part de magie. Malheureusement, la magie parfois n'est pas si magique, elle fait un peu mal, bien sûr. Club ami pourtant, club ami Bourgoin-Jallieu, club partenaire, mais qui nous a éliminés au tir au but. Ouais, pareil, encaisser 2 buts comme ça, c'est difficilement excusable. Pierre Sage l'a dit, on n'aurait pas mérité de l'emporter, mais quelques occasions ratées. Mais la mentalité n'était pas au rendez-vous. Bourgoin l'emporte au tir au but. Bravo à eux. Et nous, après notre défaite contre Brest, on a un peu reculé en Ligue 1. C'est toujours possible parce que le podium, il est jouable. On a que 3 points de plus. Même la différence de but n'est pas folle. Cette Ligue 1 n'est pas extraordinaire, je trouve, sur le niveau, à part Paris et Marseille. Grosso modo, derrière, c'est vraiment moins fort. Donc c'est encore possible, peut-être, d'aller chercher le podium. Et on a encore l'Europa League. Peut-être que c'est un mal pour un bien, finalement, d'être sorti de la Coupe de France, même si on va en finale. On va encore, comme chaque fois, perdre contre nos amis parisiens. Mais bon, c'est clairement pas le meilleur moment pour nous. J'espère qu'on fera ce beau parcours en Europa. Alors, on a vu les nouveaux visages. Il reste les mousquetaires, oui, qui dit récap, même mini-récap. 3 mousquetaires. Pour l'instant, qui est-ce qu'on a comme mousquetaire? John Duran, Jason Lee, Alex Isak. C'était le premier mousquetaire de fin 2024. Lucas Tassin, Zion Suzuki, Mikkel Damsgaard. J'ai bien aimé ce trio. Matt Sells, déjà mousquetarisé comme on a dit, mais je crois qu'on va en reparler bientôt. Sven Botman, Tijani Reinders, ça c'était l'autre jour. Et David Neres, Jonathan Burkhardt, Madi Camara. Je rappelle le concept des mousquetaires, c'est des joueurs qui n'ont pas été évoqués dans la vidéo, dont on n'a pas prononcé le nom, et qui n'ont jamais été mousquetaires par le passé. Donc ce sera forcément 3 gars nouveaux à chaque fois. Et alors, mes mousquetaires, je vérifie, je souffle parce que j'ai eu peur de les avoir cités. Ça aurait tout fait tomber à l'eau, mais non, je les ai pas cités parce que le premier mousquetaire que j'ai placé, c'est Carlos Soler.
Alors, je ne sais pas s'il va vivre une grande carrière à West Ham, mais quand même, contre Fulham, ce West Ham qu'il a emporté 3-2 grâce à un but de Carlos Soler et une pré-passe décisive pour Wan-Bissaka qui sert Souček ensuite. Ouais, pas trop mal dans une position de milieu gauche. Carlos Soler ici, Souček en 10, Kudus à droite, Paqueta en 9. Ils ont des gros problèmes d'absence avec Füllkrug qui s'est blessé, Antonio est blessé, Summerville est blessé, beaucoup de monde, Bowen est blessé. C'est vraiment le désert à West Ham en ce moment. Mais c'est un nouveau West Ham, c'est le West Ham de Graham Potter qui vivait sa première en Première Ligue avec West Ham là hier. Et ah ouais, il y a déjà eu des phases intéressantes, 2 pressions là qui ont amené à des buts. Celui-là pour le but de Carlos Soler, celui-là aussi parce que Fulham c'était un peu catastrophique à la relance, Bernd Leno très très difficile. Je sais pas si j'ai vraiment confiance en ce West Ham qui quand même a tiré seulement 4 fois au but. Fulham c'était 21, donc je sais pas à quel point le Potter Ball va vraiment fonctionner, on verra. Il faut dire qu'ils ont beaucoup d'absents. Mais Carlos Soler, j'allais dire il va pas souvent être mousquetaire, par définition mousquetaire tu peux l'être qu'une fois. Donc, mais je ne sais pas si on allait beaucoup parler de lui cette saison. Donc, une première place de mousquetaire pour lui. Alexander Sørloth, mon deuxième. Un doublé pour lui. Contre Elche, l'Atlético Madrid l'a emporté 4-0 et a enchaîné une 15e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est des fous. Doublé de Sørloth, qui est déjà à 8 buts en Liga, qui en ajoute donc maintenant. Il a déjà dépassé la barre des 10. Il est très très chaud récemment. Ça fait 3, 5, 7 buts sur les 9 derniers matchs de Liga qu'il a joué, avec beaucoup d'entrées en jeu. Il y a assez peu de titularisation dans le lot, voire... Enfin, il y en a une là contre les Ganes, sinon peut-être une. Je vois 45 minutes là contre le Betis, 45 minutes contre Alaves, 45 minutes contre Retafe. Il irait plutôt entrer en seconde période que démarrer et sortir à la mi-temps. Ce serait plus logique. Donc ouais, Sørloth en mode super sub. Bientôt, je pense, on va faire une vidéo, bientôt, peut-être vers la fin de saison, mais on fera une vidéo sur le 12th Man of the Year, le meilleur sub, le meilleur remplaçant. Et Sørloth, il va être dans la conversation, sans doute, pour un Atlético Madrid, et tout feu, tout flamme. Enfin, mon mousquetaire numéro 1 du week-end, de la semaine, c'est Alex Grimaldo. Grimaldo, on va beaucoup en parler, j'imagine, cette saison. On a tellement parlé la saison dernière. Mais ouais, je pense quand même qu'on n'en parle pas assez. Il mérite une petite distinction. La distinction d'être le meilleur tireur de coup franc d'Europe. Meilleur tireur de coup franc d'Europe en ce moment. Encore un but sur coup franc. Je crois que c'est le 17e de sa carrière. Le 4e seulement en 2 saisons avec Leverkusen. Mais souvent, il a été pas loin aussi. Il en a marqué des extraordinaires. Avec Benfica, il en avait quasiment une dizaine, si je dis pas de bêtises. Et ouais, juste... c'est le joueur d'Europe en ce moment des 5 championnats majeurs depuis la saison, depuis le début de la saison dernière, avec le plus de buts inscrits sur coup franc. Xabi Alonso a dit que sa technique de tir le faisait penser à Juni. Il a dit il y avait un Brésilien qui tirait un peu comme ça. Je sais pas si c'est très très Juninesque comme manière de tirer, mais ça marche en tout cas. Et il a un pied gauche dévastateur. Il est très très fort. Il méritait un petit mot. Voilà, ce sera mon dernier mousquetaire, Grimaldo. Et on a un surnom à donner pour Kfara. C'est très simple. Vous avez tout de suite tapé dans le mille. Ouais, évidemment, le cavalier pour Kfara, c'est parfait. Référence aux échecs et Saint-Georges, qui sont importants en Géorgie. Saint-Georges, la Géorgie, voilà. C'est aussi le symbole de la sélection. Saint-Georges sur son cheval, en train de tuer le dragon, figure mythique. Et donc un cavalier. Mais c'est pas que ça, le jeu de Kfara rappelle un cavalier capable de prendre l'aile et d'épauler une attaque de manière surprenante. Pour Semori, je suis tellement d'accord avec ça, j'y avais pas pensé, mais son style, incursion là depuis l'aile gauche, déclenché longue distance, c'est un vrai mouvement de cavalier, ailier en faux pied qui rentre vers l'intérieur comme ça. Il joue en L, ouais. En plus aux échecs, le cavalier a un déplacement atypique, il est le piège mobile par excellence. C'est celui qui se déplace dans les espaces exigus dans des positions fermées et crée des différences en surprenant l'adversaire, s'engouffrant dans les failles de son bloc défensif. C'est vrai, cavalier, ça peut être cette pièce. Moi j'aime bien les échecs, je suis pas un grand joueur, hein, clairement, mais ouais, je joue. Et ouais, ça peut être le piégeur des petits espaces, dont les déplacements sont un petit peu plus difficiles à lire. Et ouais, en fait, là, tu te prends une fourchette, et le cavalier te ferait très très mal. En même temps, il se déplace à grandes enjambées lorsque le jeu est ouvert. Ouais, peut-être, bon, pas autant que le fou, mais quand même, je suis d'accord avec ça.
Et Kfara, par sa qualité de dribble en bloc bas et dans des espaces dégagés, lui ressemble clairement. Raison de plus de valider le surnom. Vous êtes absolument tous d'accord avec ça et je suis totalement d'accord. Oui, c'est vraiment le cavalier et ça lui va très très bien à Kfara. Je suis super content. On a beaucoup de beaux surnoms. On en a 10 déjà. Et le 11e, il le mérite. Il doit l'avoir vite. Cole Palmer. Bien sûr, Cole Palmer, c'est comme Kvaradona, il a déjà son surnom, Colt Palmer, bien sûr, mais on cherche à créer nos surnoms, notre propre lore de la chaîne. Vous pouvez aller sur le thème du froid, ouais, le sang dans ses veines, le côté calme, serein, un peu arrogant, un peu insouciant. Vous pouvez aller sur ce thème du froid, mais ce ne sera pas Colt Palmer. On va essayer de créer un petit peu notre propre truc à nous. J'aime bien les surnoms en français. Pour l'instant, j'ai pris que des surnoms vraiment en français avec des mots français. Je trouve ça un petit peu plus stylé. Et bon, ça colle bien à la chaîne. Donc, je dirais que ça, c'est une indication. Et qu'est-ce que vous avez en tête pour l'ami Cole Palmer? Ils sont les nouveaux visages du foot européen. Cette semaine l'a prouvé encore plus. Et j'espère que ce mini récap, les amis, vous aura plu. Moi, je file parce qu'il me reste encore quelques joueurs à classer là. J'ai 2h30 pour le faire. Et ce podcast, du coup, la partie 2 des 24 Under 24, déjà, si vous n'avez pas écouté la partie 1, franchement, les gars, foncez. Moi, j'ai pris tellement de plaisir à enregistrer ça. Je pense que c'est assez intéressant au niveau analyse. On a fait 1h10. Et la deuxième partie, pour votre ménage de fin de semaine, là, elle arrive vendredi, je pense, vers midi. Donc, demain midi, en fait. Ouais, il reste beaucoup de travail, mais je pense que ça va être cool. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente journée, j'étais très très content d'enregistrer cette vidéo et d'être avec vous pendant cette petite demi-heure. Merci d'avoir été là et on se dit à très vite.